Heureusement pour nous, Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel nous a confirmé encore que le ministère public n'a fait qu'appliquer les droits en programmant donc le dossier. Et finalement, Monsieur le Président, je pense que ce recours est revenu encore sous une autre forme devant votre juridiction en exception d'incompétence. Donc voilà un peu, Monsieur le Président, pour des faits et de la procédure. Parlant maintenant donc de l'exception d'incompétence et de l'incident de faux qui a été relevé, Monsieur le Président, nous voudrons d'abord dire que nous maintenons les réquisitions que nous avons déjà prises donc, concernant cette exception lorsqu'elle a été soulevée. Mais nous voulons quand même rappeler, Monsieur le Président, que les critères d'appréciation de votre compétence ont été clairement définis par aussi bien le Conseil constitutionnel que vous trouverez également ces critères-là dans le Code de procédure pénale. Mais, Monsieur le Président, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut arrêter, c'est que ce n'est pas la qualité de membre du gouvernement qui est l'unique critère d'appréciation de votre compétence. Ce n'est pas parce qu'on est membre du gouvernement qu'à partir de là, vous devez exclure votre compétence. Et en plus de cela, Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel précise, et c'est en cela que c'est intéressant, puisque la question qui s'est posée, c'était de savoir est-ce que les faits, voilà, fondamentalement c'est la question qu'on se pose, est-ce que les faits que nous reprochons donc à Mme Zongo-Lor ont été commis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et on aurait pu poser autrement le problème, Monsieur le Président, puisqu'il s'agit d'une question d'interprétation. Est-ce que, au regard des faits de l'espèce, on peut considérer que les faits reprochés à Mme Zongo-Lor ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions? Et je pense, Monsieur le Président, que c'est vous qui devez dire si c'est le cas. C'est pourquoi nous avons estimé, lorsque donc nous avons abordé cette exception, que cette question-là relevait de votre appréciation souveraine. C'est à vous de dire si les faits pour lesquels nous l'avons traduit devant votre juridiction ont été commis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. C'est votre interprétation que nous attendons tous. Mais, Monsieur le Président, lorsqu'on se réfère au Code de procédure pénale, le Code ne dit pas, ou de façon générale, le Code pénal, on ne dit pas ce qu'il faut entendre par exercice à l'occasion, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, on ne dit pas. Il n'y a pas une définition, ou en tout cas, il n'y a pas un contenu qui est donné à ça. Donc, ça veut dire qu'au fond, ça vous revient encore. Et on aurait même pu poser autrement donc le problème, comme le Conseil constitutionnel, donc la Constitution emploie même la même notion, on aurait pu tout simplement demander au Conseil constitutionnel qu'est-ce qu'il faut entendre par exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. On aurait pu simplement poser la question comme ça. Ça aurait pu être une mesure d'instruction. Donc, comme il y a des débats, le tribunal aurait pu, bon, je vais m'éclairer, ce n'est pas interdit, on aurait pu demander au Conseil constitutionnel, dans la Constitution, par rapport à la responsabilité des membres du gouvernement, la Constitution emploie donc les notions exercice et à l'occasion de l'exercice des fonctions. Donc, que devons-nous entendre par exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions? Mais, Monsieur le Président, on a déjà la réponse à ça. On n'avait plus besoin donc de se livrer à cet exercice, puisque le Conseil constitutionnel lui-même a déjà donné une interprétation, en tout cas un contenu à cette notion-là, à travers l'affaire d'Abilgou. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous avons invité à l'époque, lorsque effectivement l'exception a été abordée, de bien vouloir vous approprier cette définition, ou en tout cas cette considération que le Conseil constitutionnel a eue de ces deux notions-là. Et je m'en vais encore vous relire l'explication qui a été donnée. Et il est dit clairement que, considérant que la mention de l'article 38, à l'époque c'était l'article 38, je parle seulement des notions exercice et à l'occasion de l'exercice des fonctions. Voilà. Considérant que l'article 138 de la Constitution, voilà, mentionne, voilà, considérant que la mention de l'article 138 de la Constitution, entre parenthèses, crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,
doit s'entendre des faits commis par les membres du gouvernement dans la conduite des affaires publiques et qui sont strictement liés à la mise en œuvre de leurs attributions de ministre, mais constitutifs de crimes ou délits, que cela exclut les crimes et délits commis par les membres du gouvernement, même dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, facilités ou non par les dites fonctions, mais qui sont absolument étrangers du moins à leurs attributions ministérielles. Voilà ce que le Conseil constitutionnel dit à propos donc de ces notions. Et il va plus loin en disant qu'ainsi, il y a lieu pour déterminer la juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement en raison des crimes et délits commis par eux dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions que les juridictions pénales. À travers ce considérant même, on vous renvoie, c'est-à-dire qu'on vous renvoie à vous-même l'appréciation de votre compétence. Donc on dit qu'ainsi, voilà, pour savoir donc quelle est la juridiction pénale compétente, voilà, les juridictions pénales doivent tenir compte non seulement de la qualification donc des faits, mais aussi des circonstances qui entourent les commissions. C'est ce qui est dit. Et donc, comme nous avons cet éclairage donc de la part du Conseil constitutionnel, la question de dire que vous êtes incompétent, c'est à vous de l'apprécier, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, par rapport aux faits qui sont reprochés à Mme Zongo, nous allons revenir là-dessus. Nous avons relevé et nous estimons donc que ces faits-là ont été facilités par ces fonctions, mais ce ne sont pas des faits qui ont été commis à l'occasion ou dans l'exercice de ces fonctions. Mais ces fonctions de ministre à l'époque ont facilité ces faits-là. Parce que non seulement l'infraction de blanchiment de capitaux, ça ne fait pas partie donc des infractions retenues, puisqu'on parle des infractions, des délits et crimes, dont on tient compte de la qualification. Donc, quand on parle de détournement de deniers publics, on suppose que ça peut être lié au fait que, effectivement, vous soyez un membre du gouvernement et que voilà, vous avez eu des niveaux de responsabilité où, à un moment donné, vous avez manipulé des deniers publics. Mais l'infraction de blanchiment de capitaux, ce n'est pas en soi une infraction qu'on peut rattacher à un membre du gouvernement. Tout le monde peut commettre cette infraction. Alors, par rapport même aux circonstances factuelles, nous allons revenir donc sur ça. Et on a fait le débat. C'est constant que, c'est vrai que Madame la ministre était le premier responsable du ministère. Mais dans la dévolution des attributions des agents, ce n'était pas elle qui était responsable donc, de la gestion du carburant. Il y avait un gestionnaire du carburant. Il est constant que son rôle dans le processus de contractualisation en vue d'acquérir le carburant, c'est effectivement le visa du contrat, etc. Mais la suite, celui qui doit aller récupérer le carburant, c'est le gestionnaire du carburant. Et les faits que nous déposons donc devant votre juridiction, Monsieur le Président, c'est parce que nous estimons que Madame la ministre est passée récupérer le carburant, alors que dans l'organigramme donc du ministère, ses attributions étaient dévolues à un gestionnaire en la personne donc de M. Ramiba. Donc, ce sont les circonstances factuelles que nous relevons, en plus donc de l'infraction de blanchiment, pour dire que c'est en raison donc de sa qualité de ministre, sinon, est-ce qu'un tiers aurait pu donc, qui n'était pas donc, en tout cas du ministère de l'Action humanitaire à l'époque, pouvait se présenter pour récupérer le carburant. C'est parce que ces fonctions donc de ministres qui ont pesé et qui ont fait qu'effectivement nous pensons qu'elle a récupéré. Ça, c'est les circonstances factuelles, mais sur lesquelles nous allons revenir après. Donc, Monsieur le Président, par rapport à cette exception, nous maintenons toujours donc, nos réquisitions et nous disons qu'il vous appartient souverainement donc d'apprécier votre compétence, puisque c'est de votre propre compétence qu'il s'agit. Donc, et ça doit tenir compte de la qualification de l'infraction et des circonstances factuelles des commissions. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, venons à présent donc à la responsabilité des prévenus que nous avons traduits devant votre juridiction. Alors, l'instruction du dossier vous a certainement permis de savoir que les prévenus sont poursuivis pour des faits en lien notamment avec des fonds qui auraient été donc retirés sur le compte renforcement protection sociale. Et il y a d'autres qui sont également poursuivis pour des faits en lien avec le carburant qui était mis donc à la disposition du ministère. Et c'est à partir de là, je comprends donc la JE qui fait la catégorisation donc pour ceux qui sont liés donc au compte renforcement et ceux qui sont impliqués dans la gestion ou en tout cas les faits relatifs au carburant.
Alors, en ce qui me concerne, Monsieur le Président, je vais aborder donc, en tout cas, je vais apprécier ou vous donner votre position par rapport à la responsabilité des prévenus donc poursuivis pour les faits en lien avec les carburants qui auraient donc été détournés. Alors, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, par rapport à ces prévenus, il y a notamment donc Madame Zongo Yenlor, il y a également donc Monsieur Pasco Bila, Monsieur Ouedraogo Ismaël et Monsieur Zongo Bili. Alors, concernant donc Madame Zongo Lor, Monsieur le Président, le juge d'instruction l'a renvoyé devant votre juridiction pour 3 infractions. Donc, le détournement de deniers publics, l'enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux. Monsieur le Président, concernant le détournement des deniers publics, donc prévu notamment à l'article 332-17 du Code pénal, qui, sans distinction donc de la personne, qui dit quiconque détourne donc à des fins personnelles des deniers publics qu'il détenait en raison donc de ses fonctions. Monsieur le Président, il y a 3 questions fondamentalement que vous devrez vous poser par rapport à la caractérisation de cette infraction. Est-ce que, par rapport au fait de carburant, Monsieur le Président, est-ce que l'instruction nous a permis de caractériser un détournement? Puisqu'il faut préalablement qu'on prouve qu'il y a eu un détournement. Est-ce que, après cela donc, si oui, on parvient donc à dire qu'il y a un détournement, la question qu'on doit se poser, est-ce que ce détournement-là est effectivement imputable donc à Mme Zongo lors du fait de ses fonctions? Et ensuite, l'intention, ça se déduit donc des faits. Mais fondamentalement, voici les 2 questions donc que vous devrez vous poser. Est-ce qu'à l'issue des débats, on a pu parvenir donc à dire qu'il y a eu détournement du carburant? Si oui, est-ce que ce carburant-là a été détourné par Mme Zongo lors parce qu'elle détenait donc ce carburant-là en raison de ses fonctions? Donc la fonction intervient toujours. Donc, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, nous allons essayer donc d'aller sur des faits constants, Monsieur le Président, au regard du fait qu'il y a plusieurs témoins qui sont intervenus dans cette procédure. Et nous avons pu noter certaines constances, et ce sont ces constances-là qui vont nous guider, en tout cas dans l'appréciation de la responsabilité pénale des personnes que nous avons traduites donc devant votre juridiction. Alors, pour ce qui concerne donc les faits de détournement des deniers publics reprochés à Mme Zongo Lor, Monsieur le Président, par rapport même à l'existence d'un détournement, je pense que à la dernière audience où les débats ont été clôturés, il y a eu des calculs qui ont été faits et sur la base donc desquels certains ont conclu qu'il n'y a pas eu de détournement de carburant. Alors, Monsieur le Président, nous allons revenir sur ces calculs, puisque ces calculs-là reposaient sur les bordereaux donc, de livraison qui ont été produits par Mme Bamogo. Je prends précisément les bordereaux qui posent problème, les bordereaux numéro 015, Plouf 2016, sans date, Monsieur le Président. Alors, si nous partons donc du constat qu'en 2016, il y a eu 2 contrats, et d'après donc les acteurs même du ministère, un contrat donc de 40 millions et un contrat de 115 millions. Nous partons donc sous ces principes. Et je rappelle que les bordereaux en question ont été signés par M. Zongo Bili. Alors, si nous partons sur ces principes, ces bordereaux signés par M. Zongo Bili, qui récapitulent un total de 55 918 700 comme étant la valeur du carburant qu'il a récupéré en une seule prise. En 2000, on ne connaît pas la date, mais ça a un lien avec le marché de 2016. En tout cas, les 2 marchés, puisque c'est ce qu'on a pu au moins arrêter qu'il y a eu 2 marchés en 2016. Alors, si nous partons du constat, au regard donc du total de ces carburants, 55 millions et quelques, ça ne peut être le premier contrat, puisque le premier contrat, c'était un contrat de 40 millions. Et le rapport de passation qu'on vous a produit dans les dossiers, Monsieur le Président, révèle que même ce contrat de 40 millions, ce que le ministère a pu avoir effectivement donc, au titre du carburant, c'est 36 millions. Donc, ça ne peut être les 40 millions, voilà, les 55 millions donc, de carburant ne peuvent pas être donc, ce contrat.